Yo le beau palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-ce qu'il est possible de vivre de sa passion, à savoir les cartes Pokémon? J'ai découpé la vidéo en plusieurs parties, je vais aborder 5 points différents et on va y aller de manière crescendo. Pour gagner de l'argent avec des cartes Pokémon, vous avez donc plusieurs solutions. La première, et pour moi une des idées que j'ai eues il n'y a pas très longtemps, c'est tout simplement de créer un site internet ou une application en rapport avec les cartes Pokémon tout simplement. De manière générale, dans la communauté Pokémon, il faut savoir que les personnes qui la composent sont vraiment des gens qui sont très à même de vous soutenir quand vous proposez quelque chose de nouveau dans la communauté. On l'a vu très récemment avec les applications de vente aux enchères, elles ont complètement explosé parce que le concept a plu, parce que c'est novateur et du coup les personnes qui composent la communauté des cartes Pokémon s'identifient à toutes ces applications. Si on sent que vous avez mis les moyens et que surtout vous êtes passionné dans votre projet, je pense que la communauté va vous suivre. Alors j'ai quelques idées, la première ça serait par exemple de développer un site spécialisé dans les actualités de cartes Pokémon. Alors je sais que ça existe, mais je pense que ça pourrait être cool d'avoir quelque chose de complètement neuf avec des actualités françaises, des actualités japonaises, des actualités européennes. Autre idée, vous pouvez aussi créer un site internet qui va regrouper les populations de cartes Pokémon gradées. Donc on peut faire par exemple les cartes PSA, les cartes PCA. Ça permettrait aux collectionneurs comme moi par exemple d'aller sur ce site internet et consulter les bases de données et de voir combien il y a de Metalos Star en PSA 10 par exemple. Pour être financé sur ce genre de site internet, vu que ce sont des sites vitrines et que vous ne vendez rien à proprement parler, je vous conseille de mettre de la publicité, trouver des annonceurs qui eux vont vous payer lorsque vous allez mettre une publicité sur le site internet. Autre point à creuser, ça serait un site internet ou une application qui va vous permettre de mettre en vente vos cartes Pokémon à la manière d'une marketplace. Je sais que ça existe déjà un petit peu avec Card Market, eBay, etc. Mais moi là je vous parle vraiment de quelque chose focus à 100% sur les cartes Pokémon. On pourrait imaginer par exemple tous les blocs qui sont alignés avec les différentes extensions. Vous, par exemple, vous recherchez une carte d'espèce Delta, vous cliquez sur espèce Delta et vous avez toutes les cartes en vente. Je pense que ça serait une superbe idée à développer, que ça serait un moyen de gagner de l'argent et surtout quand vous avez un projet comme celui-ci, vous pouvez faire appel à des influenceurs qui feront de la publicité. Et pour financer ce genre de choses, tout simplement, gagner de l'argent avec les commissions. Je vends quelque chose à 10 €, l'application prend 10% par exemple. Les points positifs sur ce genre de projet, c'est que c'est quelque chose qui est novateur d'après moi et donc du coup vous allez forcément avoir un appui de la communauté. Après, en point négatif, ça va vous demander énormément de travail, création de site internet, trouver les actualités ou même avoir le temps de monter ce genre de plateforme. Ça prend pas 2 mois, je pense que c'est l'histoire d'années. Et surtout là où ça va être compliqué, ça va être au niveau du revenu. Je pense que ça va vous prendre des années pour être rentable parce que ça va demander énormément de travail. Il faut trouver des annonceurs. Et si votre application de marketplace ne fonctionne pas, vous n'avez pas forcément à avoir de commission. Maintenant, deuxième proposition pour gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, c'est tout simplement de créer une boutique physique. Créer une boutique physique, c'est un petit peu le rêve de tous les collectionneurs, de tous ceux qui veulent faire de Pokémon un métier, tout simplement parce que vous allez être avec des clients toute la journée, vous allez parler de cartes Pokémon toute la journée et ça va être un métier qui va être très enrichissant. Il suffit que vous mettiez en plus derrière dans une salle un petit local pour streamer. Alors là, je peux vous dire, vous n'allez jamais quitter votre boutique. On peut très bien imaginer une boutique physique qui présente en live ce qu'il a directement en stock et les vendre directement en box break depuis sa chaîne YouTube. Allier les deux, je pense que ça peut être super intéressant. Je crois qu'il y a certaines boutiques qui font ça et honnêtement, avoir une boutique physique, c'est vraiment le rêve. En tout cas, pour moi, ça serait un de mes rêves sur le long terme. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de charges fixes. Il faut déjà payer le local, les loyers, l'électricité, l'eau, toutes les factures qui vont découler autour de votre profession, ça va vous coûter vraiment cher. Après, d'un autre côté, vous allez avoir une boutique physique, donc les fournisseurs vont vous suivre et ça sera plus simple d'avoir de la quantité. Voilà, il faut faire la balance, il faut savoir aussi mettre un business plan sur la table parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très rentable dès le début, surtout si vous vous focus uniquement sur les cartes Pokémon. Vous le savez, vous comme moi, que les marges sur Pokémon sont ridicules et qu'il faut faire énormément de quantité pour être rentable. Donc faire une boutique 100% Pokémon, ça paraît compliqué. Après, vous avez peut-être des produits d'appel comme des sleeves, comme ce genre d'éléments-là qui vont vous permettre de faire de la marge. Mais franchement, si vous ouvrez une boutique physique, faites du Pokémon, mais faites aussi d'autres TCG ou d'autres jeux de société pour avoir un minimum de marge. Pour terminer, avoir une boutique physique nécessite beaucoup de compétences. Déjà, il faut être bon en relationnel, il faut être bon en commercial aussi.
Il faut aussi être très bon en logistique. Il faut gérer les livraisons, il faut avoir du stock, il faut avoir de la place pour gérer ce stock-là, l'entreposer. Il faut ne pas être en retard au niveau, par exemple, des expéditions si vous avez une boutique en ligne à côté. Si vous vendez quelque chose en magasin et que d'un coup vous avez une boutique en ligne et que vous n'avez pas mis à jour le stock, vous allez vous retrouver avec une commande annulée et une réputation qui ne sera pas forcément la meilleure. Pour le coup, si vous ouvrez une boutique physique, il va falloir vraiment être prêt et surtout d'être entouré parce que je ne pense pas qu'être seul, ça sera largement faisable. Il faut au moins une autre personne pour vous aider dans les expéditions ou de toute manière gérer la clientèle par exemple. Troisième plan pour gagner de l'argent avec des cartes Pokémon, et c'est pas un plan à sous-estimer, c'est être vendeur en brocante. Je m'explique. Être vendeur en brocante a plusieurs avantages. Déjà, la place que vous allez prendre, qu'on va dire que vous allez louer le week-end, ça va pas vous coûter très cher les gars, c'est 15-20 euros. Donc là déjà, vous avez très peu de frais fixes. Ensuite, en vendant des cartes Pokémon sur les brocantes, vous pouvez vraiment marger. C'est-à-dire qu'en général, des cartes holographiques récentes peuvent partir à 1 euro, 1,50 €. Point positif de la brocante, c'est que tout simplement les personnes qui viennent sont souvent des pères et des mères de famille et donc du coup ils aiment bien faire plaisir à leurs enfants, donc ça c'est normal, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et du coup vous pouvez vendre facilement. Moi j'ai déjà vu des personnes qui achetaient par exemple, sans arnaquer bien sûr, mais des lots de 50 cartes avec des cartes communes, peu communes, des rares, des reverse et des rares, et des holographiques pardon, pour genre 5 euros, et le petit va être super content et les parents aussi parce qu'ils auront fait plaisir à leur enfant avec un petit budget. Un point positif dont on pense pas forcément, mais c'est qu'en faisant des brocantes, vous arrivez très tôt le matin et donc du coup vous pouvez être les premiers sur les stands à voir ce que les autres vendent. Donc ça aussi, je vous jure que c'est pas à mettre de côté. En revanche, il y a quelques points négatifs à noter. Premièrement, vous travaillez que 2 jours par semaine, donc il vous faut absolument une activité complémentaire. Donc là, c'est un peu, ça c'est un peu le point noir du truc, c'est que vous allez vous donner le samedi, le dimanche, mais après, il n'y a pas de brocante en semaine. Malgré le fait que vous vous leviez 2 fois par semaine, ça reste quand même physique parce que du coup, il faut vous réveiller très tôt, il faut venir installer. Parfois, il fait très chaud, parfois d'un coup, tu sais pas pourquoi il pleut, donc votre recette de la journée, elle disparaît au bout d'1 heure, tout simplement parce qu'il pleut, donc tout le monde remballe. Et enfin, dernier point négatif, quand vous êtes vendeur en brocante, vous n'avez pas de boutique physique ou de boutique en ligne, et donc du coup, avoir du stock auprès des fournisseurs, ça reste très compliqué. Donc ça va être chaud pour vous de vendre par exemple des displays sur une brocante avec des boosters à l'unité parce que vous n'allez pas forcément trouver le stock ou alors vous allez le payer au prix retail, au prix qu'on trouve en magasin. Donc là, pour faire de la marge, ça risque d'être compliqué. Quatrième moyen pour gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, c'est d'ouvrir une boutique en ligne. Alors là, c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant parce que tu as l'impression d'être à la tête d'un empire. Tu es là, tu crées ton site internet comme tu veux, tu mets les produits que tu veux, tu crées tout ton univers en fait. Ton univers, tu le retranscris sur ta boutique en ligne. Et franchement, ça c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps. Est-ce que je fais une boutique en ligne? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que ça sera pertinent? Et c'est encore des questions que je me pose. Donc pour le moment, c'est en stand-by, mais peut-être un jour, j'aurai ma propre boutique en ligne. Quand vous avez votre boutique en ligne et que vous êtes un minimum bon dans le marketing digital, si vous associez un petit peu votre boutique en ligne avec votre chaîne YouTube, avec votre compte Instagram, Discord, etc., vous pouvez créer vraiment une communauté autour de votre site internet. Et là, du coup, vous générez du flux des réseaux sociaux sur la boutique, de la boutique vers YouTube, de YouTube vers Instagram, etc. Vous créez une boucle comme ça et du coup, vous allez avoir des clients réguliers, des clients avec qui vous avez l'habitude d'échanger, faire des box breaks, vous discutez avec eux, vous pouvez même les rencontrer parfois en réalité lors d'événements. Et donc du coup tout ça, ça contribue vraiment à créer une communauté autour de vous. Autre avantage par rapport au reste, c'est que là vous n'avez pas forcément beaucoup de frais fixes. Par exemple quand vous avez une boutique physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'électricité, vous avez des charges à payer, le loyer et tout. Là il suffit que vous ayez une chambre à la rigueur et un endroit pour stocker vos produits et vous êtes tranquille, vous pouvez exercer de manière tranquille. Vous avez une boutique en ligne, donc vous avez une certaine légitimité, les fournisseurs sont prêts à vous accorder plus de quantité, trouver d'autres fournisseurs aussi. Et faire tourner plusieurs fournisseurs, donc du coup vous allez avoir du stock. On en revient toujours au même souci quand vous avez une boutique en ligne et que vous vendez des produits officiels Pokémon scellés, les marges sont trop faibles et c'est super compliqué de vivre uniquement de cette activité. Par exemple, vous achetez un carton de 20 displays, il suffit qu'il y en a une qui est perdue par la poste ou alors qui est abîmée et que l'acheteur vous demande un remboursement pour que votre marge soit tout simplement mangée. En plus, certains fournisseurs n'acceptent pas de faire des avances sur trésorerie, ça veut dire que vous devez payer 2000 € cash comme ça, vous attendez de recevoir
vous attendez de revendre pour essayer de générer votre bénéfice. Là, c'est encore plus compliqué parce qu'il vous faut une grosse trésorerie, tout simplement. Alors, il y a certains stratagèmes. Bien sûr, vous pouvez faire des précommandes auprès du fournisseur. Vous prenez 30 précommandes et de votre côté, vous les mettez sur votre site internet et vous vendez vos 30 précommandes et vous avez tout l'argent investi plus le bénéfice. Mais ça, attention, il faut le mettre de côté, il ne faut surtout pas le mobiliser. Et au cas où vous avez encore l'argent pour rembourser le fournisseur ou du coup l'acheteur, parce que des fois, il peut y avoir des problèmes au niveau des précommandes. Encore une fois, pour avoir une boutique en ligne, il faut avoir beaucoup de compétences, des compétences qui vont être logistiques. Il faut savoir gérer des commandes, il faut savoir gérer les réceptions, les emballages, les expéditions. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut avoir quand même quelques compétences en informatique pour gérer son site internet. Il faut aussi savoir gérer le marketing, il faut faire des visuels, etc. Et je pense que quand vous ouvrez une boutique en ligne, vous ne pouvez pas sous-traiter ce genre d'activité, tout simplement parce que ça coûte cher. Et comme la marge n'est déjà pas très élevée, il faut que vous le fassiez vous-même. Et pour terminer, le dernier point négatif d'ouvrir une boutique en ligne, c'est la concurrence, les gars. Il y a certaines boutiques qui sont déjà très bien implantées et malheureusement, vous pourrez très peu gagner des parts de marché par rapport à ça, à moins que vous soyez très compétitif, mais ça risque d'être compliqué. À la rigueur, le plus intéressant pour ouvrir une boutique en ligne, c'est de vous spécialiser sur quelque chose en particulier. Carte gradée, carte japonaise, objets scellés japonais, peluches, des trucs comme ça. Parce qu'au moins, vous êtes les seuls dans votre domaine et vous êtes tranquille. Maintenant, on arrive à la dernière façon de gagner son argent avec les cartes Pokémon. Pour moi, c'est la meilleure technique et c'est le rachat de collection. Premièrement, si vous êtes un peu malin, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse trésorerie pour faire des achats de collection. Il y a plusieurs techniques dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, mais vous pouvez acheter des très grosses collections en déboursant très peu d'argent. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil quand vous achetez une collection, c'est toujours de faire le rapport entre le prix que vous payez et le nombre de cartes. Par exemple, vous achetez une collection 500 €. Il y a 500 cartes, ça fait 1 € la carte. Il suffit que vous vendiez 3 € chaque carte pour faire un x3. Ça, c'est très sous-estimé. Mais je peux vous dire qu'en général, quand tu achètes une carte à 1 €, tu peux la revendre 3 € si tu t'en sors bien et si tu connais vraiment le marché et si tu es capable d'analyser la collection de manière approfondie. Effectivement, quand tu achètes une collection, il faut être un expert. Quand tu regardes une annonce et que tu vois un classeur, en 2 minutes, tu dois savoir si c'est rentable ou pas. Et pour ça, il faut connaître toutes les séries, il faut connaître toutes les cartes. Il faut avoir en tête approximativement les cotes. Il faut prendre en compte l'état. Si elle est dans un état moyen, elle peut valoir tant. Si elle est dans un état near mint, elle peut valoir tant. Near mint, envoyée à la gradation, si elle revient neuve, elle peut se vendre comme ça. C'est vraiment un travail de personnes qui sont à fond là-dedans. Il faut être vraiment focus et très au courant de ce qui se passe sur le marché. Pour ça, le meilleur, c'est d'être spécialisé dans un domaine. Par exemple, si vous êtes à fond Wizard, eh ben là, vous achetez que des collections Wizard et vous connaissez absolument tout sur le bout des doigts. Dans les collections que vous achetez, il y a toujours des cartes qui sont très bien, mais il y a des cartes aussi qui sont rincées malheureusement. Et là, ça va être compliqué parce que quand vous achetez des collections avec des belles cartes, elles vont partir facilement. Mais les cartes qui ne sont pas recherchées ou celles qui sont abîmées, il va falloir les revendre. Et pour les revendre, les gars, c'est pas simple. Il faut imaginer le stratagème, les vendre en lot, les mettre en cadeau, en giveaway acheteur, la plus grande enchère repart avec un lot de cartes, etc. Il faut vraiment essayer de voir à 360 degrés et essayer de se dire, ok, là, il y a une opportunité. Ce lot-là de 10 cartes qui sont en mauvais état, je peux les mettre en giveaway si cette carte-là, je la vends 40 € par exemple. Vous pouvez aussi trouver des stratagèmes. Par exemple, vous faites un classeur full de cartes qui sont en mauvais état, mais des cartes du Block-X, des cartes Wizard, des cartes Diamant et Perle, des holographiques, des ultra rares. Et ça va vous permettre de vendre quelque chose de manière plus globale. Par exemple, dans un classeur, vous mettez une page ultra rare et vous mettez derrière des cartes holographiques qui sont un peu moins appréciées, des cartes que vous n'arrivez pas à vendre. Vous mettez ça sur Vinted, je peux vous dire que ça va partir direct. Acheter et revendre des collections, c'est vraiment pour moi la chose la plus compliquée parce qu'il y a des risques d'acheter et de ne pas être rentable. Ça arrive souvent, il y a des personnes qui se lancent dans ça et qui achètent des collections 300 € qui n'arrivent pas à revendre les cartes. Il faut prendre énormément de temps et de compétences, essayer de tout comprendre, ça demande vraiment énormément de travail, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer de vous focus maximum sur une série ou alors un blog que vous connaissez bien et acheter que ça. Bien sûr, il ne faut pas non plus arnaquer les gens, hein. Il y a des collections qui... voilà, tu as des mecs, ils ont des collections de ouf. Si tu lui proposes 200 € et qu'elle en vaut 600, voilà, tu vois, il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas arnaquer les gens non plus. Et le plus gros point négatif de cette activité-là, c'est tout simplement le côté chronophage.
C'est-à-dire que vous devez prendre au moins 2 heures voire 3 heures par jour pour trouver des annonces qui sont intéressantes. Je pense que c'est une activité à part entière et c'est difficile, je pense, d'allier l'achat et la revente de collections avec une boutique en ligne ou une boutique physique. Ça prend énormément de temps, que ce soit des deux côtés, donc vraiment là, il va falloir se focaliser sur une seule activité. Alors pour faire ce genre d'activité, il faut avoir plusieurs compétences. Il faut déjà être bon dans le relationnel, bon dans la négociation, parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit non, je te vends ça tant, et que toi tu sais que tu ne peux pas faire de bonne affaire, il va falloir essayer de négocier. Et surtout, il est impossible de vivre uniquement de ça, tout simplement parce que vous ne pouvez pas trouver des bonnes affaires, comme je disais juste avant, et des collections à acheter tout le temps. C'est impossible de se reposer sur ça. Ça veut dire qu'un mois, peut-être si je trouve une collection, je vais pouvoir gagner ma vie, et le mois d'après, non. Donc c'est très compliqué. C'est vraiment des activités complémentaires, je trouve. Mais si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous pouvez faire de très belles affaires. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao!